Salut tout le monde, alors on a eu un plan de relance en Chine pour tenter de relancer la consommation chinoise. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est trop optimiste? On va essayer de voir ça ensemble. On parlera également des actions chinoises parce que les marchés ont extrêmement bien réagi. Et donc on va voir ce qu'il en est. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la baisse des taux la baisse des taux de taux directeurs et aussi les taux de réserve obligatoires en Chine au niveau de la banque centrale, ce qui a permis de libérer en fait en tout plus de 2000 milliards de yuan pour l'économie. Donc c'est marqué juste ici l'équivalent en gros de 256 milliards d'euros, ce qui permettrait de relancer l'économie en prêtant plus aux entreprises, etc. Et donc les marchés financiers, ils ont extrêmement bien réagi à ça. On a, je crois, Alibaba qui a fait plus de 50%, on a Pinduoduo, je crois, qui a fait plus de 60%, etc. Donc c'est vraiment des grosses performances suite à cette annonce. Donc j'ai pris des notes juste ici. Donc on va voir un peu ce que nous propose ce plan de relance. Donc au niveau de la consommation, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du marché immobilier aussi, parce qu'on est rentré dans un bourbier depuis, dans une espèce de cycle déflationniste, un peu un cercle vicieux de la déflation avec la baisse de la consommation, etc. au niveau du marché immobilier depuis quelques années. Également, justement ce que nous propose au niveau du refinancement le gouvernement chinois. Et ensuite, on parlera des actions chinoises, donc au niveau de la valorisation. On parlera également des structures VIE, c'est extrêmement important parce qu'il y a un risque lié à ça, le risque géopolitique, etc., etc. On parlera en fait de la rentabilité et du risque qu'on peut obtenir par rapport justement aux actions chinoises. Donc on va voir ça maintenant. Donc comme on l'a vu, la Chine elle a abaissé ses taux et donc elle va libérer plus de 2000 milliards de yuan. Donc il va y avoir 1000 milliards pour les entreprises en abaissant le taux de réserve obligatoire. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les institutions financières qui sont dans l'obligation de déposer un certain montant auprès de la banque centrale. Et en fait, si on baisse le taux de réserve obligatoire, ça va libérer du cash de la banque centrale vers les institutions financières. Et donc ces institutions financières vont pouvoir prêter, délivrer ça dans l'économie sous forme de prêt. Et en fait, c'est comme ça que l'économie, donc les entreprises vont pouvoir en profiter. Et ensuite, on va avoir plus de 1000 milliards qui vont être distribués pour les gouvernements locaux, donc via l'émission d'obligations dans tous les cas. Et donc le but, ça va être de stimuler la croissance en réinstallant justement une confiance chez les consommateurs. Le problème, c'est qu'en fait, en tout, on a donc l'équivalent de 284 milliards d'USD, donc ça c'est l'équivalent des 2000 milliards de yuan, qui représente rien à côté de la taille de l'économie chinoise. Le PIB de la Chine, c'est 18 000 milliards de dollars aujourd'hui. Le plan de relance, il propose l'équivalent de 284 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 1,5%, ce qui est rien du tout face au PIB. Et rien que le marché immobilier qui a beaucoup souffert en Chine, justement, on va le voir juste après, qu'on est rentré vraiment dans une spirale infernale avec le cycle déflationniste un peu. Et donc en fait, on a ce marché-là qui a beaucoup souffert en Chine ces dernières années, et il porte une dette de plus de 5600 milliards de dollars, ce qui représente quasiment 20 fois le montant de l'aide qui est octroyée et qui va être déployée par ce plan. Et pour faire un peu de contexte sur le marché immobilier chinois, en fait, ces dernières années, on a les familles de classe moyenne qui ont investi près de environ 70% de leur richesse dans les biens immobiliers, dans les biens immobiliers chinois, pensant que la croissance justement allait être fructifiante pour eux, allait leur apporter de l'argent, sauf que les promoteurs ils ont vraiment mal dosé, c'est-à-dire qu'on a eu ils ont beaucoup trop construit, ce qui fait qu'on a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre a été supérieure à la demande parce qu'on avait eu des anticipations qui étaient trop optimistes de la part des développeurs immobiliers, des constructeurs immobiliers, etc. Et tout ça a conduit à justement une baisse des prix, à plusieurs choses de négatives justement, notamment une baisse des prix, des projets qui ont été laissés à l'abandon, des pertes de confiance des consommateurs et investisseurs, une augmentation considérable de la dette immobilière, comme on l'a vu avec plus de 5600 milliards de dollars, des difficultés et des faillites de promoteurs immobiliers, notamment je crois Evergrande a fait faillite, alors je sais plus si c'était en 2021, ou par là. Et donc vraiment tout ça a été très mauvais pour le marché immobilier chinois. On a eu donc une phase de contraction qui a été en fait profondément déflationniste en fait. Et là j'ai fait un petit schéma pour vraiment simplifier un peu la chose. En gros, on a eu donc les promoteurs qui ont beaucoup trop construit, ce qui fait qu'on a eu une offre supérieure à la demande, ce qui fait que les promoteurs ont été de plus en plus en difficulté parce qu'ils ont eu des projets abandonnés, dû à justement pas assez de financement. Et donc ça a causé la perte de confiance du consommateur, le fait que des projets ont été abandonnés, donc on a eu une baisse de la consommation, et ensuite on a eu donc une baisse des prix, et donc ça c'est la spirale infernale qui fait que la baisse des prix va engendrer une persistance, on va dire, de l'offre qui va être supérieure à la demande, et donc là c'est vraiment la spirale déflationniste. Et donc c'est un peu dans cette spirale-là qu'était le marché chinois. Et donc ce plan de relance, il a vraiment pour but de faire face à ça. Le problème c'est que le marché immobilier c'est 30% du PIB en Chine, et c'est vraiment, comme on l'a vu, c'est une dette qui est de 5600 milliards, ce qui est juste
énorme par rapport à ce que propose ce plan de refinancement. Et donc là, je suis justement sur les marchés. Alors là, on voit justement qu'on a eu une poussée du marché. Alors là, je suis sur Alibaba. En quelques jours, on est passé de 80 à aujourd'hui, plus de 30% de performance. Et encore, quand on prend sur les plus bas, on est vraiment sur des performances qui sont plus quasiment 50% en fait, donc ce qui est énorme. Et en soi, l'écart de 287 milliards, il a quasiment été comblé avec justement les marchés financiers qui ont bien progressé. On a également eu Pinduoduo, je crois, qui a pris, si on prend depuis le plus bas, qui a pris plus de quasiment 50%, donc c'est vraiment énorme. On a également JD qui a pris énormément tout le marché, en fait, tout le marché là, 50% aussi. Donc en fait là, vous voyez que en plus c'est des boîtes qui pèsent 60 milliards. Alibaba, on est sur 271 milliards. Pinduoduo, on est sur 187 milliards. On a aussi Tencent où on a pris combien? On a pris 20%, et c'est aussi plus de l'équivalent de je crois 200 milliards, quelque chose comme ça aussi, 400 milliards. Donc c'est vraiment énorme. On a aussi NetEase qui a pris, toutes les grosses boîtes chinoises en fait ont largement comblé ce plan les dollars, on va dire, qui ont été émis via le plan de refinancement. Donc est-ce que c'est une surréaction de la part du marché? Bon, honnêtement, j'en sais rien. Je pense que ça sert à rien de se poser ce genre de questions. Dans tous les cas, le marché chinois est extrêmement sous-valorisé. C'est ce qu'on va voir maintenant justement, qu'en fait, quand on regarde Alibaba, on était vraiment même aujourd'hui, après cette surréaction, si on appelle ça une surréaction du marché, on est à 10 fois le cash flow, quoi. Alors qu'il y a en avril 2024, on était à 7 fois le cash flow. Donc en soi, est-ce que c'est pas juste un retour à la norme entre guillemets? Donc on va voir ça maintenant, justement avec la valorisation du marché chinois qui est vraiment extrêmement basse, et on va voir également les risques aussi, parce que c'est pas sans risque, c'est pas pour rien qu'on a des valorisations qui sont extrêmement basses sur les marchés chinois. Donc on va voir ça maintenant. Donc là je suis sur le MSCI China Index de la fiche de MSCI. On peut voir que donc les performances du marché chinois sont vraiment dégueulasses, hein. Depuis 1992, on est à 0,59% de performance annuelle, ce qui est vraiment dérisoire. À côté, on a le MSCI China Value qui lui est un peu plus performant, même si on a justement des PER qui sont plus faibles. Et donc en fait, on a une performance qui est vraiment médiocre, mais d'un autre côté, la valorisation du marché, elle est extrêmement faible. Donc c'est sûr que quand on regarde le marché aujourd'hui, ça donne pas envie d'investir. Quand on regarde depuis 1992, on a une performance qui est vraiment médiocre depuis 32 ans. Donc c'est sûr que ça donne pas envie d'investir. Après, quand on regarde des boîtes, notamment comme Alibaba, la sous-évaluation d'Alibaba actuellement, la sous-évaluation de boîtes comme Tencent, Pinduoduo, etc., forcément, c'est vrai que ça attire l'œil. Mais c'est pas sans risque. Justement, quand on regarde, donc là c'est la valorisation, je vous mets directement là-dessus, je vais mettre en grand, on a la valorisation, alors ça veut pas, donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à le mettre. Donc là on a le PER du marché chinois depuis 2010, et on voit qu'on a eu notamment un top durant la crise de subprime. On est allé à 30 fois les bénéfices, ce qui est juste énorme. Aujourd'hui on est 3 fois moins, on est aux alentours de 12 fois les bénéfices, ce qui est extrêmement faible, que ce soit par rapport à l'historique ou même par rapport, on va dire, aux autres pays. C'est-à-dire que la France, je crois qu'on est aux alentours de 23 fois, l'Europe de manière générale, on est aux alentours de pareil 22, 23 fois. Et quand on regarde, pareil, d'autres géographies comme l'Australie, on a 25 fois, les US, on a 30 fois, donc là j'en parle même pas. Mais là, on est vraiment sur des valorisations qui sont extrêmement faibles. Alors c'est pas sans risque, encore une fois, on va voir les risques juste après, parce qu'on a quand même des risques qui sont importants. Et ça, faut savoir qu'on est encore sur des valorisations qui sont extrêmement faibles, et notamment sur les small et mid cap. C'est très facile de trouver aujourd'hui une small ou mid cap en Chine qui a une valorisation justement inférieure à 10 fois les bénéfices, avec une bonne rentabilité et profitabilité, avec de la croissance. Donc on a vraiment tous les critères qui sont bons. Le problème, en fait, le risque, il est pas là. Le risque, il est justement il y a 3 principaux risques. Le premier, ça va être le gouvernement chinois. Étant donné que c'est un gouvernement communiste, forcément, on va dire une emprise du gouvernement sur ces boîtes-là, même si on va dire que c'est plus sur les multinationales, sur les grosses boîtes comme Alibaba, Pinduoduo, etc., que sur les small et mid cap. Donc le gouvernement chinois, il va vraiment essayer d'encadrer ces grosses boîtes il va plus encadrer les grosses boîtes avant d'encadrer les small et les mid, quoi. Ensuite, on va avoir le risque lié au VIE. Donc ça, on va voir ce que c'est. On a le risque lié à la géopolitique internationale, notamment, par exemple, quand on regarde le conflit russo-ukrainien, on a vu que on n'a plus accès aujourd'hui
à la bourse russe, c'est-à-dire que les personnes qui ont acheté des actions russes, aujourd'hui ils n'en ont plus accès. Donc c'est un risque de liquidité, en gros un risque de liquidité qui est très important parce qu'en soi, ils ont toujours leurs actions, c'est juste qu'ils peuvent plus les acheter, c'est juste ils peuvent plus y avoir accès. Techniquement, ils peuvent plus y avoir accès. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait le risque de liquidité, c'est vraiment le plus important parce qu'en soi, si vous achetez aux actions mais vous pouvez pas, on va dire concrètement exercer vos droits dessus, ça sert à rien en soi. Et donc là, c'est ce qui s'est passé sur le marché russe, quand on a eu justement le conflit russo-ukrainien, et c'est ce qui peut se passer notamment si on a un conflit, je sais pas, avec Taïwan ou autre, il peut se passer la probabilité qu'on va dire qu'on ait la même chose qui se passe sur le marché chinois, la même chose qu'on a eu avec le marché russe, elle est quand même beaucoup plus élevée. Et donc ça, c'est quand même un risque très important. Et ensuite, on a le risque des VIE. Donc les VIE, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une structure juridique qui nous permet de contourner la réglementation chinoise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur étranger, on n'a pas le droit d'investir dans tous les secteurs en Chine. Il y a 4 types de secteurs en fait. Il va y avoir les secteurs qui sont dits encouragés, les secteurs qui sont autorisés, les secteurs qui sont restreints, et les secteurs qui sont interdits. Et en fait, en tant qu'étranger, là je l'ai marqué juste ici, on n'a pas le droit d'investir en Chine dans des entreprises qui sont catégorisées dans des secteurs restreints et interdits. C'est-à-dire que c'est impossible directement d'investir dans des entreprises en Chine qui sont dans ces secteurs-là. Et en fait, pour contourner, on va dire, cette réglementation, il y a les structures VIE qui permettent justement de contourner la loi en investissant dans des sociétés qui sont basées soit aux îles Caïmans, soit aux îles Vierges britanniques, je crois qu'il y a aussi les Bahamas, et en gros qui sont des sociétés offshore qui en fait n'ont pas un droit de propriété direct sur la société principale, mais justement avec laquelle il y a des contrats qui stipulent un droit économique sur la société. Donc on n'a pas un droit de propriété, on a un droit économique, un droit sur les bénéfices sur la société. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir toucher directement les bénéfices, toucher les dividendes, etc. Investir, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir justement dans cette société offshore qui est en fait une pâle copie de la société qui est principale en Chine, sauf qu'elle elle va être justement aux îles Caïmans ou aux îles Vierges britanniques. Et en fait la structure elle se compose comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir, voilà, c'est bon. Donc en gros, on va avoir la société offshore qui va être juste ici, qui va être à l'étranger. On va avoir justement cette société offshore qui va être détenue par des propriétaires chinois et aussi des investisseurs étrangers. Cette société-là, elle va donc acquérir 100%. Elle va avoir 100% d'une société qui va être en Chine et qui, elle, justement, donc on appelle une WFOE, en gros, qui est une société qui est détenue uniquement par des étrangers. Et donc, en l'occurrence, c'est la société offshore. Et cette société-là, qui est donc en Chine, va contrôler, va y avoir des contrats qui vont donner, en gros, qui vont stipuler des droits sur les bénéfices, des droits économiques sur la société targetée ici, donc la principale société. Et cette société-là, elle va être possédée à 100% par des locaux. Donc voilà, c'est parce qu'on n'a pas le droit justement d'investir en tant qu'étranger. Et donc ça se résume comme ça en fait. Et donc là voilà, j'ai fait un petit résumé. Donc en gros, les propriétaires chinois et autres investisseurs détiennent 100% de la société offshore. Cela signifie que la société est entièrement détenue par ces deux groupes d'investisseurs. Donc ensuite, on va avoir la WFOE, qui est la société offshore qui détient, qui est la société qui est on va dire domestique, donc qui est en Chine et qui est possédée par la société offshore. Donc cette société-là, elle va être donc détenue à 100% par la société offshore, ce qui permet à l'entreprise d'opérer légalement en Chine en contournant justement certaines restrictions de propriété étrangère. Et ensuite, l'entreprise cible, donc l'entreprise qui est vraiment l'opérationnel, l'entreprise principale qui est en Chine, elle est détenue à 100% par les propriétaires chinois, et donc ça c'est conforme justement aux lois chinoises qui limitent, on va dire, la propriété étrangère dans certains secteurs. Et justement parfois on va avoir des entreprises, je crois que c'est Pinduoduo par exemple, on a une partie qui est faite en VIE et une autre partie qui n'est pas en VIE. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains, étant donné que aujourd'hui c'est carrément des conglomérats où en fait ils ont plusieurs segments d'activité qui certains sont interdits aux investisseurs étrangers et d'autres sont pas interdits justement aux investisseurs étrangers, ce qui fait que certains segments, certains revenus vont être consolidés dans la VIE, d'autres ne vont pas être dans la VIE parce qu'en fait ça ne représente pas un secteur qui est, on va dire, qui est restreint ou qui est interdit pour les investisseurs étrangers. Ensuite, pour ce qui est du contrôle, donc les relations entre la WFOE et l'entreprise cible sont régies par des contrats de contrôle et des contrats de transfert de bénéfices. Donc ces contrats permettent à la société offshore de bénéficier des revenus générés par l'entreprise cible malgré l'absence de propriété directe. Donc en gros, on a un droit économique, on a un droit sur les bénéfices, mais on n'a pas un droit de propriété directement. Et justement, ce qui est important de savoir, c'est que on a ces trois risques, vous l'avez compris. Donc le risque du gouvernement chinois, justement, qui est un peu lié justement à celui du VIE, le fait qu'on a l'emprise du gouvernement sur les sociétés chinoises. Ensuite, on a les VIE et aussi donc on a la géopolitique, le risque lié à la géopolitique internationale.
notamment avec Taïwan, etc. Et donc en gros, par rapport au VIE, justement, il faut savoir que ce droit, justement, donc ce droit dépend du respect et de la validité, surtout de la validité en fait, des contrats VIE entre la société offshore et la société principale. Donc les droits, donc le droit de bénéfice, là je parle, le fait qu'on ait un droit sur les bénéfices, bah ça dépend de la validité des contrats VIE entre la société offshore et la société principale. C'est-à-dire que si demain, par exemple, le gouvernement chinois il dit que on n'a plus le droit de faire les VIE, que les entreprises n'ont plus le droit de contourner la règle en utilisant la structure juridique des VIE, bah en fait, bah là pour le coup, notre investissement en Chine peut tomber à l'eau parce que bah forcément, nous on investit en bourse, quand on investit dans les sociétés chinoises en bourse, on investit dans des pâles copies qui sont aux îles Caïmans. Donc forcément, si le contrat VIE ne vaut plus rien, bah forcément notre investissement il peut tomber à zéro. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important d'être conscient déjà premièrement du risque et aussi de pondérer ce risque-là dans notre portefeuille. Donc c'est pour ça que personnellement, maximum, je trouve qu'on est, on doit s'autoriser maximum 25 voire 30%, et 30% ça me paraît vraiment beaucoup sur des entreprises chinoises, parce que au-dessus après ça devient vraiment dangereux en fait, hein, parce que c'est un risque, et le risque c'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécial, parce qu'en fait on s'en rend pas compte du risque tant qu'on se le mange pas dans la figure, mais c'est pas pour autant qu'il n'existe pas, c'est pas pour autant qu'il n'est pas présent. Et donc là en gros faut vraiment faire attention, et donc c'est pour ça qu'il faut s'autoriser une limite dans son portefeuille en termes de pondération. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est justement vous dire ok bon, je vais chercher des entreprises avec des grosses marges de sécurité, avec des gros dividendes, etc. Comme ça elles me remboursent rapidement mon capital, donc forcément ça réduit mon risque, etc., etc. Donc ça, je pense qu'on verra dans une autre vidéo. Donc voilà, donc j'ai mis juste ici, aujourd'hui, le gouvernement chinois n'a ni explicitement approuvé ou désapprouvé les structures VIE qui sont mises en place. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas, je dirais pas que c'est un flou juridique non plus, mais en gros, c'est pas totalement illégal. Et c'est pas légal non plus. Ça permet de contourner la loi, mais donc c'est pour ça que c'est entre les deux. Donc à tout moment, le gouvernement chinois, il peut arriver, il peut dire, non, ça c'est stop. Et à ce moment-là, le contrat, la validité du contrat, elle a plus lieu d'être. Et du coup, on peut se faire totalement avoir par rapport à ça. D'où l'importance de vraiment pondérer son risque directement. Donc voilà. Donc là, je reviens sur les marchés rapidement. Donc là, je suis sur Alibaba. Alibaba, personnellement, j'ai un PRU aux alentours des $70. Donc à peu près, je dois être aux alentours d'ici. Et ça me fait une plus-value de plus de 50%, ce qui est vraiment énorme en soi, et ça fait plaisir parce qu'en plus Alibaba a commencé à distribuer un dividende, et en soi, que ce soit le plan de relance ou un autre plan ou j'en sais rien, j'ai envie de dire que c'est un peu un retour à la norme, dans le sens où aujourd'hui on voit que quand on regarde le PFCF aujourd'hui, le PCF, donc le price sur cash flow, en gros, combien de fois on paye le cash flow de Alibaba, l'entreprise Alibaba par rapport à son cash flow, je vais y arriver. On est à 11 fois le cash flow, ce qui est vraiment faible, quoi. Et quand on regarde avant justement ce pic-là, on était aux alentours des 7 fois, on est monté à 8 fois, mais enfin, on est sur pour un conglomérat, pour une boîte comme Alibaba, c'est vraiment extrêmement faible, parce qu'Alibaba c'est le leader du e-commerce en Chine, avec notamment Taobao et Tmall. Hein. Ils ont ce qu'on appelle des GMV, donc des volumes d'échanges qui sont vraiment énormes, quoi. Je crois qu'on est à plus de 1000 milliards de volume d'échange pour Alibaba, ce qui est juste fou. Je crois qu'on est même beaucoup plus que ça, on est à 1300 milliards. Je crois que juste avec Tmall, on est à peu près à 700 milliards, ce qui est juste, c'est juste énorme. Tout le monde utilise Alibaba en Chine, que ce soit les gros commerces, les petits commerces, etc. Donc forcément qu'il y a quand même un impact qui est gigantesque, et avoir une sous-évaluation comme ça sur une boîte qui est quand même extrêmement, on va dire, importante en Chine, pour l'économie chinoise, etc. Pour moi, ça tape à l'œil, quoi. C'est clair et net que c'est quand même important pour moi d'avoir ce genre de boîte en portefeuille. Alors, je dis pas qu'il faut forcément acheter Alibaba, mais je dis qu'avoir ce genre de boîtes qui sont extrêmement sous-évaluées, et ce que propose le marché chinois aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Et après, c'est encore une fois en fonction de votre profil, est-ce que vous êtes prêt à accepter ce genre de risque? Ça, c'est vraiment la question. Il y a également Pinduoduo qui s'échange pareil, 10 fois les bénéfices aujourd'hui. On était descendu à 8 fois. Si je prends ici, on était descendu à 8 fois, ce qui est juste complètement, extrêmement faible par rapport à la moyenne historique. Encore une fois, en moyenne historique, on doit tourner aux alentours de au moins 15 fois, il y a une sous-évaluation qui est juste évidente. Et depuis 2022, on fait combien? On fait plus 300%. Donc bon, c'est quand même une performance qui est assez exceptionnelle. Et pareil pour JD, je crois que JD c'est à peu près comme Alibaba. Ces dernières années, on n'a vraiment pas, parce qu'on a eu un ralentissement de la croissance, etc. Mais pareil, quoi, on est vraiment sur une sous-évaluation. Voilà, regardez ça. Attends, je vais enlever, je vais enlever ça. On regarde, on se met sur le graphique. On était au plus bas, aux alentours de 3-4 fois le cash flow pour une entreprise comme JD, qui pèse 60 milliards de dollars, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un truc. Pareil pour Tencent. Bon, là, pour le coup, on est à 15 fois le cash flow. Pour la Chine, c'est élevé, même si ça reste extrêmement faible, hein, bien sûr. Mais on est quand même on a quand même des boîtes qui sont leaders de leur marché,
Alors certes, Pinduoduo, Alibaba et JD, ils sont en concurrence, hein, mais bon, dans tous les cas, il y a de la croissance pour les trois, ça se vaut. Et donc même si Pinduoduo est en train d'éclater tout le monde au niveau de la croissance, je crois qu'on est à plus de 100% de croissance. Enfin, c'est un truc vraiment de taré quand on regarde. Voilà, sur l'année 2023, plus de 80% de croissance sur le chiffre d'affaires. Je crois qu'au niveau du cash flow, on a plus 80%. Je crois que ça doit être au niveau des... non, c'est peut-être les derniers trimestres où on est à plus, voilà, plus 100%, 100%, 119%, 80%. Au niveau du net income, on est à plus 200%, plus 130%. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ça pour dire que voilà, donc il y a quand même des opportunités. Après, c'est à pondérer dans un portefeuille. Donc voilà, dites-moi si vous avez des actions chinoises en portefeuille, ça m'intéresse. Comment est-ce que vous pricez le risque par rapport au VIE? Est-ce que vous autorisez vraiment on va dire une pondération maximale? Ça m'intéresse de le savoir, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis sinon, on se dit à la prochaine.